BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. On va parler, devinez de quoi, de la crise du logement. Est-ce que c'est une crise sans précédent alors que le logement reste la priorité des Français? Loïc Cotin, bonsoir. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier. Bref, c'est quasiment tous les agents immobiliers de France et de Navarre. Une grande partie, oui. Une grande partie. Est-ce que pour vous, ça fait 40 ans, je crois que j'ai lisé une biographie sur vous, ça fait 40 ans que vous êtes dans le métier, à Nantes, il faut le préciser. Est-ce que c'est une crise sans précédent pour vous? Ou alors il y a eu celle de 2008 En 40 ans d'activité, c'est la 4e crise que je connais. Oui. Et à chaque fois, une crise, elle a pour effet, effectivement, de corriger des excès, et finalement de ramener une régularité face à une situation qui était un peu d'exception. Mais est-ce qu'elle est plus grave que les autres? Parce que là, il y a un peu tous les facteurs, du locatif au neuf, à l'ancien, tout est touché. Oui, elle n'a rien de comparable avec les précédentes. Ouais. Si on prend la crise de 90, on était effectivement sur fond d'augmentation de prix, mais on avait été accompagné par des taux élevés et qui finalement ont baissé régulièrement. Aujourd'hui, ce qui est la caractéristique de cette crise, c'est qu'elle est à la fois conjoncturelle et structurelle. Alors conjoncturelle, c'est l'élévation subite des taux, multipliée par 4 en 18 mois, par 5 bientôt, et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Et c'était un véritable détonateur, donc c'était un effet déflagrateur sur le marché, donc on a complètement réduit la capacité d'emprunt des ménages et on écarte beaucoup de ménages de l'accession à la propriété. Et puis deuxièmement, une crise structurelle. Parce que je crois que depuis 10-15 ans, on n'a pas pensé logement. Et justement, on est en difficulté de capacité de production. On voit les statistiques tout à l'heure sur le neuf. Même le neuf n'arrive pas à s'écouler. Et on n'arrive pas à produire du logement pour répondre au parcours résidentiel des Français. Est-ce que vous direz, certains disent, n'hésite pas à le dire, du reste, que c'est pas dans le logiciel d'Emmanuel Macron, le logement. Pour lui, c'est une source d'économie. On sait que voilà, le poste du ministère du Logement, c'est 50 milliards et qu'il a toujours eu tendance un peu à raboter. Bon, le premier acte politique dans le logement, c'était de raboter les APL, évidemment. Mais depuis, en fait, pour lui, c'est pas du tout une priorité. C'est pas dans son logiciel. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, il avait dit que l'immobilier, c'est la rente. Ouais. Et moi, je lui dis non, Monsieur le Président, c'est pas la rente, l'immobilier. L'immobilier sert à loger tous les Français et toutes les couches de population, que ce soit le logement social, le logement privé, en location, en accession. Et donc, c'est fondamental. D'ailleurs, un pays qui n'arrive pas à loger sa population, je le dis souvent, ne peut pas être en paix avec lui-même. Ça n'est pas possible. Et justement, le cas aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à loger de nombreux Français. Oui. Alors, je reste un instant sur le terrain politique, parce que on se souvient de la France de propriétaires, voulu, souhaiter, appelé de ses voeux par Nicolas Sarkozy, avec un résultat relatif. Samedi, je crois, c'est Édouard Philippe qui parle de la bombe sociale de cette crise du logement. Vous iriez jusque-là ou pas? Oui, c'est une bombe sociale parce qu'aujourd'hui, il y a même des salariés mutés sur des territoires et qui ne trouvent pas de logement. Donc, c'est une statistique que je révèle souvent aussi, 30% des SDF ont un emploi. Donc, c'est bien le logement qui est le facteur d'exclusion et non l'emploi aujourd'hui. Donc, il faut rétablir, avoir une production de logement là où la mobilité résidentielle s'exprime, là où il y a des mouvements économiques, là où il y a de l'emploi. Et ne pas faire l'inverse, interdire notamment des créations de logements là où on devrait les construire. Alors justement, logement, priorité des Français, priorité numéro 1 des Français. Comment fait-on? L'état des lieux, vous d'abord, un état des lieux, le président de la FNAIM, c'est quoi l'état des lieux pour vous? L'état des lieux sur le logement, dans tous les cas, c'est cette crise financière qui finalement a remis en cause une dynamique qu'on connaissait depuis 2009. La crise de subprime était la dernière crise économique qu'on a connue sur l'immobilier, et depuis 2009, on a eu finalement une baisse régulière de l'ensemble des taux d'intérêt qui a provoqué une augmentation des prix. Aujourd'hui, on a une augmentation des taux d'intérêt qui va provoquer une baisse des prix. Donc l'état des lieux dans tous les cas... Elle n'est pas encore enclenchée pour vous? Elle est juste enclenchée. Elle est juste enclenchée et elle va durer un certain temps. Je rappelle, sans faire de pessimiste excessif, en 1990, la crise, il avait fallu 4 années pour arriver à ce que les prix régulent et s'adaptent à la demande. Et portés par des taux d'intérêt baissiers. Aujourd'hui, nous n'avons plus rien sous le pied. À savoir, on ne peut plus jouer sur les taux d'intérêt, on ne peut plus jouer sur le taux d'endettement, il est déjà 35% permis par le Conseil de la stabilité financière. On pourrait encore jouer sur la durée d'emprunt, à 25 ans maximum, aller jusqu'à 27, mais on ne peut pas augmenter et endetter plus les Français. On pourrait différer un peu de remboursement de capital. Alors sur la partie financière, si je me permets, on a fait une proposition très simple, notamment pour accompagner les Français, dans un contexte de crise et de hausse des taux. Portabilité et transférabilité des prêts en cours.
Est-ce qu'on ne peut pas permettre à un Français qui a emprunté 1%, qui vend son appartement de Lyon, qui va à Lille, de récupérer cet emprunt, de le porter sur une autre acquisition ou de le transférer à un autre acquéreur au moment de la revente? Oui, mais ça, on est déjà dans le financement. Oui. Est-ce que c'est qu'un problème de financement pour vous? Non, le marché du logement, c'est pas qu'un problème de financement, c'est un problème général, global. Je pense que... Et puis d'erreurs qui ont été faites. Et quand vous même, a pas échappé que, et ça fait 3 campagnes présidentielles à laquelle on assiste, le logement n'a jamais été l'objet de débats et finalement de centre d'intérêt des candidats à la présidentielle. Le logement, le grand oublié. Peut-être que les taux d'intérêt qui étaient faibles leur permettaient d'y penser, mais il fallait effectivement aussi prévenir ce qui allait arriver. Or, on a de plus en plus de mal à construire, on a donc de plus en plus de mal à rétablir l'équilibre, il y a à alimenter une offre. Et aujourd'hui, en même temps, si on prend le secteur locatif ou si on prend le secteur locatif notamment, il y a une perte totale de confiance de l'investissement et du propriétaire qui va investir pour louer. En plus, on a une loi climat résilience, la loi d'août 2021, qui impose de nouvelles normes et qui est extrêmement, contraignante pour les propriétaires bailleurs. Oui. Et ça s'ajoute de la fait un aspect structurel à une crise qui est conjoncturelle, mais on ajoute aussi des éléments structurels et qui vient aggraver cette crise. Est-ce qu'il fallait, comme l'a souhaité, il eût fallu repousser l'interdiction de louer des passoires thermiques? Bruno Le Maire a tendu une perche il y a quelques jours. Il s'est fait balayer tout de suite. Nous, de toute façon, on avait demandé depuis longtemps à suspendre cette indécence, notamment. Indécence. Oui, parce que finalement, l'interdiction de louer repose sur l'indécence du logement. Parce qu'on déclare qu'un logement G en 1er janvier 2025 sera tout simplement indécent. Alors, il n'est pas indécent pour celui qui l'occupe. Il est indécent seulement pour celui qui le... Alors finalement, la rénovation énergétique, elle concerne tous, aussi bien des propriétaires occupés, des logements occupés par des propriétaires, que des logements occupés par des locataires. Donc l'indécence, elle frappe tout le monde. Mais on ne sera pas à ce rendez-vous, on ne peut pas. 1er janvier 2025, c'est dans 15 mois. Ouais. Et vous savez que les G aujourd'hui et les F, c'est 15% du parc total, la totalité. C'est 5 500 000 logements. Ouais. C'est énorme. Les rénover énergétiquement avant l'échéance du 1er janvier 2028 pour les F et G, mission impossible et le calendrier n'est pas tenable. Donc il faudra passer par une modification de la loi, ce que ne semble pas vouloir le législateur. Oui, ça c'est clair. Je disais qu'il y a peut-être eu des erreurs, parce que là, regardez, si on regarde dans le budget 2024, bon, il n'y a quasiment rien sur le logement. Il y a 7 milliards en plus sur la rénovation énergétique. Mais enfin bon, il y a la fin du Pinel, et puis il y a le recentrage du PTZ, du prêt à taux zéro, qui exclut les maisons individuelles. Oui. Mais peut-être que c'était une erreur. Moi, j'ai reçu beaucoup de promoteurs immobiliers sur ce plateau. Ils me disaient, la maison individuelle, c'est le rêve des Français, c'est formidable, tout le monde ne veut que ça. Ben non, on n'a pas la place en France. Alors, on n'a pas la place. Si, on a des espaces. On a quand même des espaces. Il y a beaucoup d'espaces, mais je veux dire, en Ile-de-France, à Nantes, vous voyez, dans les villes où il y a un job, où il y a du travail. On ne la construit pas dans les grandes agglomérations. Ce qui voit loi de finances, elle a été extrêmement restrictive. C'est vrai que vous avez raison de dire que le budget logement est excédentaire de 38 milliards. Oui. Et notamment, c'est une ressource pour l'État. Mais là, il n'y a rien pour le logement. À savoir que la fin du Pinel est programmée, les promoteurs ne vendent plus, il n'y a plus de l'opération qui se lance. Et en même temps, même si on a augmenté un peu MaPrimeRénov' pour la rénovation énergétique, mais ça ne fera pas, je dirais, le reste à charge, ça ne financera pas le reste à charge des propriétaires bailleurs. Je donne un exemple. Les 5 500 000 logements de F et G, 35 000 € moyenne en coût de rénovation, c'est 200 milliards. Sur 4 ans, qui nous reste pour atteindre 2028, c'est 50 milliards d'euros par an. La dotation budgétaire de l'État, elle est de 4. Oui. Il en reste 46 milliards en reste à charge pour les propriétaires en France. Donc, on n'a pas les moyens. Et surtout, on n'a pas le temps. Et en plus de ça, on n'a pas les entreprises. Et quand vous dites ça, là, quand vous avez vu un peu cet aller-retour de Bruno Le Maire, enfin, qu'est-ce que vous dites? Vous n'êtes pas écouté? Il y a pas, on est dans une logique un peu implacable, ou une machine qui est lancée, ça sera comme ça? Oui, c'est vrai qu'il y a des objectifs climatiques qu'il faut atteindre. Il faut atteindre, on est tous convaincus. De toute façon, la décarbonation de la France en 2050, il faut le faire. On est d'accord sur les objectifs, mais pas, je dirais, faire peser des sanctions ou des interdictions de louer au moment où on a une crise du logement qui est grave pour de nombreux Français qui
n'arrivent pas à se loger. Les étudiants à la rentrée, il y a des villes comme Rennes où beaucoup d'étudiants, ou à Paris, ont dû effectivement renoncer à des études parce qu'ils ne trouvaient pas de logement. C'est insupportable dans une situation comme celle-là. Donc la rénovation énergétique, oui, mais à la condition de se mettre autour d'une table et de ne pas faire peser sur le propriétaire une interdiction de louer. Il faut savoir faire la différence entre la fin du monde et la fin de mois. Il y a beaucoup de locataires qui sont exposés à des fins de mois difficiles et il faut leur permettre d'occuper un logement. Oui. Qu'il y a des élus politiques qui se sont saisis de la question, tant mieux, tant mieux. Il n'est pas trop tard, effectivement, pour agir et que je dirais qu'il y a une alliance, notamment pour le logement, et qu'enfin on bouge dans ce pays. Ouais. Enfin bon, il y a un nouveau ministre du Logement, Patrice Végrès, qui connaît un peu, parce qu'il était maire de Dunkerque, enfin il est maire de Dunkerque, et il a fait des choses. Donc au moins il connaît le logement. Oui, il connaît le logement, mais simplement, comme vous le disiez tout à l'heure, sa feuille de route dépend totalement du président de la République, et s'il a les mains libres pour pouvoir avancer, et notamment faire ce qu'il a envie de faire. Vous savez, dans la majorité présidentielle, beaucoup de députés sont favorables et sont très mobilisés pour le logement. Vous aviez dit juste avant l'été que la baisse des transactions, grosso modo, vous la chiffreriez aux alentours de 150 000 euros, 150 000 biens sur 2023. Est-ce que là, en fin septembre, début octobre, vous dites quoi ? De toute façon, on avait chiffré à 1 169 000 transactions le volume le plus important qui avait été enregistré sur une année, à fin 2022. Ça, 22, oui, bien sûr. On a chiffré 15 à 17%, on a annoncé 15 à 17% de chute, c'est-à-dire 900 000 à 950 000 transactions. Nous allons finir l'année entre 900 000 et 950 000, peut-être en dessous. Ouais, donc le volume est concerné. C'est beaucoup plus qu'une baisse de 150 000. On perd environ 200 à 220 000 transactions en volume cette année. Et ça se poursuivra en 2024. Oui, ce qu'on oublie, c'est qu'en plus, je crois que vous aviez déjà alerté là-dessus, Loïc Quentin, c'est que ça a un impact. Les droits de mutation, en fait, ça a un impact colossal sur les collectivités locales, les départements. Ça rapporte beaucoup à l'État, 50 milliards. Alors mais en fait, ça fait un manque à gagner. Mais énorme. Énorme, non ? Vous l'avez chiffré à peu près ? 15% de baisse de volume. Si on prend 15% de baisse de volume et 5% de baisse de prix, c'est ce qu'on a pronostiqué pour 2023. Mais on ira au-delà de 5% en 2024. 5% de baisse de prix, c'est 15 plus 5, c'est 20%. C'est 20% de baisse de droits de mutation pour l'ensemble des collectivités. Vous savez, à Paris, c'est 500 millions d'euros pour la ville de Paris. Toutes les collectivités vont être touchées. J'espère qu'elles ont eu la politique de l'économe et notamment n'ont pas joué la cigale et la fourmi et qu'elles ont fait effectivement des provisions parce qu'aujourd'hui ces recettes, il ne faut plus les escompter même en 2024. Donc il y a un vrai problème d'équilibre budgétaire de l'ensemble des collectivités locales. Oui, parce que vous aviez, grosso modo, je crois que les prévisions c'est des 15 milliards, un peu plus de 15 milliards sur 2023, c'est 20 milliards en 2022. Hein, donc, et 2024 va être aussi une annus horribilis pour le logement Oui, ça va se poursuivre, parce que de toute façon, les seuls messages politiques que nous avons entendus, Bruno Le Maire a parlé à un moment de prêts bonifiés. Mais vous savez, entre une loi de finances qui vient d'être adoptée où le quoi qu'il en coûte n'est plus de mise et on n'a plus de ressources avec un État qui est endetté à 3 000 milliards et 75 milliards d'euros de portage de la dette, on n'a plus rien à attendre de l'État en matière d'aide aux ménages. Donc en annonçant un prêt bonifié en 2025, c'est facile, je dirais, de l'annoncer, mais simplement, comment on va faire en 2024 ? Il faut trouver des moyens pour aider, notamment les Français, et dans leur parcours résidentiel, leur permettre d'accéder à la propriété. J'ai une question, enfin, il faut se dépêcher, il ne nous reste plus que 4 minutes. En fait, on a l'impression que le secteur de l'immobilier, du logement, a toujours été sous perfusion, que ce soit des PTZ, des prêts bonifiés, des Pinel, surtout des Pinel, etc. Donc ça veut dire que c'est un secteur qui ne peut pas, fonctionner sans aide. Il ne fonctionne sans déduction fiscale. Si vous voulez, c'est un petit peu l'erreur de toutes les politiques du logement qu'on a conduit depuis, je dirais, 38 ans, puisque le premier dispositif d'aide au neuf, à l'investissement locatif, depuis 1985. Oui. 38 ans, donc d'aide sous forme de réduction des déductions d'impôts pour celui qui investit pour louer. Mais les accédants à la propriété, ils n'ont rien eu pendant tout ce temps-là. On n'a pas encouragé, facilité l'accession à la propriété sous travers de réduction d'impôts. Un Français qui est primo-accédant est autant méritant qu'un investisseur. Mais aujourd'hui, il faut sortir de ce cadre. Je comprends tout à fait, Bercy, que les recettes de l'État sont exsangues et on ne peut plus, notamment avoir une mise sous perfusion. Mais aussi, il faut remettre en cause, notamment, l'équation de formation du prix de revient de l'immobilier neuf, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Loïc Quentin, si vous êtes nommé demain ministre du Logement, le énième, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi les deux mesures à prendre d'urgence? Alors je ne serai pas nommé ministre du Logement, je suis président de la FNIM, ce sera mon seul mandat. D'abord, je vous parlais de la portabilité et de la transférabilité des prêts. Ça, c'est quelque chose qui ne coûte rien à l'État, qui ne coûte rien aux banques. Je l'ai dit, au moins, à cet établissement bancaire, faisons-le au moins sur 18 mois, 2 ans, on permet à des Français de récupérer des taux qui avaient été précédemment contractés à des taux inférieurs et permettent effectivement de les transférer ou de les récupérer au moment des acquisitions, ce qui serait effectivement une bonne mesure. Deuxièmement, vous savez, comme aujourd'hui on n'a plus rien pour finalement entraîner, il n'y a plus de trésorerie dans les caisses. Si on n'a plus de trésorerie dans les caisses, on le conçoit, mais on peut estimer qu'à l'échéance de 10 ans ou dans 15 ans, on aura peut-être de nouvelles recettes fiscales. Je l'espère que la France sera redressée à ce moment-là. Du moins, c'est ce qu'on pourrait imaginer. Ouais. Eh bien, une proposition toute simple. Permettons à un Français qui achète dans l'immobilier locatif, il l'achète aujourd'hui et il défiscalise au moment de sa retraite, il sera exonéré d'impôt sur ce revenu locatif. C'est-à-dire c'est un moyen de différer finalement un impôt, de donner finalement un grand mouvement à la dynamique de l'immobilier. On peut le faire aussi. Rénovons aujourd'hui et défiscaliser demain. Permettons aux Français qui rénovent collectivement. Un crédit d'impôt. Un crédit d'impôt. Balladur l'avait fait au moment 94, lorsqu'il avait voulu relancer la construction. Il avait exonéré de droits de succession un appartement qui était acheté dans ce cadre-là. Donc on peut très bien différer la fiscalité. Et ça uniquement, c'est entre les mains de Bercy et d'y réfléchir. Et là, je lance la balle au ministre du Logement et j'aurai peut-être l'occasion de lui en parler, de faire d'autres propositions. Voilà, on va vous faire discuter tous les deux ici dans le cadre de la grande interview sur BFM Business. Le prix du logement, là, vous avez dit, ça s'enclenche tout juste, ok? Oui, on a vu que dans des villes, notamment, c'est déjà assez violent. On n'a pas les mêmes chiffres. Non, la baisse est engagée. Il y a encore des villes qui résistent. Nice résiste, Marseille résiste. Pourquoi? Parce que ce sont des villes. Nice, principalement, les gens n'ont pas recours à l'emprunt, donc pour eux, effectivement, l'idéal de vie est toujours le même. Les grandes agglomérations, Paris, effectivement, baissent, les villes moyennes aussi, mais le mouvement vient de s'enclencher. Il n'y a pas de baisse vraiment prononcée, mais l'année à venir, 2024 va être effectivement l'année révélatrice. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Ouais. Si on veut vendre, il faut baisser le prix, il faut s'adapter au pouvoir d'achat des Français. La bulle immobilière, il y en avait une. Oui, il y avait une bulle. Vous savez, la bulle, on le saura. On le sait qu'il y avait une bulle quand elle éclate ou quand elle se dégonfle. Pour l'instant, on ne sait pas. D'accord. Donc, elle risque en 2024. En tous les cas, j'ai compris que 2024, ça va être une année assez difficile. Une année sous tension, oui. Une année sous tension. Merci beaucoup, Loïc Quentin, d'avoir été avec nous.